Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Devenez un photographe accompli. Cette semaine, nous allons apprendre à maîtriser la mise au point et la netteté de nos images. En effet, il est extrêmement rare qu'on souhaite une image entièrement floue. J'irais même jusqu'à dire qu'il faut toujours un point de netteté dans l'image pour capter l'attention. Et ce, même si vous souhaitez volontairement faire du flou, qu'il soit du flou d'arrière-plan ou de profondeur de champ, ou du flou de mouvement comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Beaucoup d'entre vous rencontrez régulièrement des problèmes de netteté sur vos images et nous allons aujourd'hui voir à quoi ils sont dus et donc comment les résoudre. Mais tout d'abord, voyons ce que veulent dire précisément netteté et mise au point. Alors, vous allez me dire, la netteté, c'est simple à évaluer. Eh bien, pas tant que ça. Je sais que beaucoup de photographes amateurs et même certains pros font l'erreur d'évaluer la netteté de leurs images en zoomant dessus à 100%. Or, c'est un mythe. En effet, vu la résolution des capteurs modernes, c'est un petit peu comme si vous colliez votre nez à une affiche de 3 mètres sur 2. Je vous invite à regarder à 1 cm de distance une affiche publicitaire dans la rue et à me dire si elle est nette. Alors, il y a également une expérience très intéressante que je veux vous montrer et qui va vous demander de faire un exercice physique intense, c'est-à-dire vous lever de votre chaise. Alors, pensez surtout à mettre la vidéo en plein écran si ce n'est pas encore le cas, sinon vous n'allez pas voir. Alors, voici 3 fois la même image à des résolutions différentes. Là, en plein écran, normalement, vous voyez très bien la différence. L'image de gauche, elle est définie normalement, elle est nette comme il faut. Celle du milieu, vous commencez à distinguer des pixels. Et à droite, c'est la catastrophe complète, hein, on voit vraiment des gros pixels carrés. Alors maintenant, eh bien, levez-vous de votre chaise et éloignez-vous de plus en plus de votre écran. Donc allez-y, faites-le pendant que je parle. Vous allez voir que les différences vont s'estomper jusqu'à disparaître complètement. En effet, à une certaine distance, votre œil ne sera plus capable de distinguer des détails qui sont plus fins que ceux de la photo de droite. Voilà pourquoi zoomer à 100% n'a pas de sens. La netteté intéressante, c'est celle qu'on perçoit à une taille classique de visualisation. C'est tout. La netteté, c'est une sensation, en fait, elle n'a rien d'absolu. Donc arrêtez d'évaluer la netteté de vos images à 100%, mettez juste l'image en plein écran, voire zoomer à 50% au grand maximum, ça suffit largement. Alors je tenais vraiment à casser ce mythe car j'ai des gens qui m'envoient des mails pour demander si c'est normal que leur optique à 3000 € leur paraisse molle et pas très nette. Alors la mise au point, maintenant, c'est un petit peu le même mécanisme que quand vous rapprochez et que vous éloignez successivement un crayon de vos yeux. Vous allez le voir flou, puis vos yeux vont faire la mise au point automatique dessus. Eh bien, cette mise au point, elle est effectuée à une certaine distance. Alors, en photo, la distance de mise au point, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la distance à laquelle tous les éléments placés là, donc à cette distance, seront les plus nets dans l'image. Autrement dit, si vous faites la mise au point à 1 mètre, tous les éléments placés à 1 mètre de l'appareil seront aussi nets les uns que les autres, mais ceux qui seront placés à 3 mètres ou ceux qui sont placés à 10 cm seront moins nets que ceux qui sont à 1 mètre. C'est ce qu'on appelle le plan de netteté. Alors c'est pas très important de le retenir pour l'instant, simplement je vais vous montrer que c'est bien sur un plan, donc c'est tous les éléments qui sont situés à 1 mètre de l'appareil. Donc tout ce que je vais dire dans le reste de la vidéo pour optimiser la netteté s'applique à l'endroit où vous avez fait la mise au point et dans une moindre mesure au reste. C'est-à-dire que pour voir si ça marche, il faut regarder l'endroit où vous avez fait la mise au point. Gardez bien ça en tête quand vous allez regarder vos photos pour voir les effets de tout ce que je vous raconte. Alors juste avant de commencer, il vous faut vérifier une chose sur votre appareil, c'est le réglage des dioptries du viseur. Alors si vous avez un viseur, évidemment, si jamais vous n'avez pas de viseur, eh bien, vous pouvez ignorer cette minute de la vidéo. Alors en effet, on a tous une vue un petit peu différente, hein, même pour ceux qui portent des lunettes ou des lentilles correctrices, et par défaut, le viseur n'est pas forcément bien réglé pour vous, pour votre vue, autrement dit, vous allez voir flou. Alors pour être sûr de bien voir, il faut régler le viseur. Vous ne devez le faire qu'une fois et l'oublier. Alors pour ça, vous mettez simplement en tout automatique, mode vert, alors profitez-en, c'est la seule fois que je vous le dis, et visez simplement quelque chose dehors en faisant la mise au point, donc simplement en appuyant à mi-course sur le déclencheur. Ensuite, vous allez faire tourner la petite molette du réglage des dioptries que vous voyez tout près du viseur. Elles se ressemblent toutes plus ou moins. Faites-la tourner dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à ce que l'image vous paraisse bien nette dans le viseur. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois d'avant en arrière pour être bien sûr d'être à la bonne position. Et voilà, maintenant c'est fait, votre viseur est réglé pour vos yeux et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, vous allez pouvoir oublier ça.
Alors, qu'est-ce qui influence la netteté de vos images? Eh bien, deux choses que vous devez déjà deviner, la vitesse d'obturation et l'ouverture, et même dans une moindre mesure, la sensibilité ISO. Et oui, quand je vous dis que c'était les bases, c'était pas pour rien. Alors, commençons par la vitesse d'obturation. Comme je l'ai dit la dernière fois, vous n'êtes pas un robot parfaitement immobile et vous bougez légèrement en tenant votre appareil photo. Ce qui, à partir d'une vitesse trop lente, va créer un flou de bouger. Alors, il se repère facilement, toute l'image est floue, que ce soit un sujet mobile ou non, avec ces espèces de petites traînées qui n'ont pas vraiment de sens particulier. Vous voyez simplement que voilà, vraiment c'est flou partout et qu'il y a un petit peu comme de petites traînées. Alors, on va revenir sur la vitesse d'obturation tout de suite, mais d'abord soignons la cause, vos propres mouvements. Il y a une bonne façon de tenir un appareil photo et pas une autre. Alors je tiens vraiment à le souligner parce que j'en ai marre de voir des photographes qui tiennent leur appareil n'importe comment et qui ensuite se plaignent d'avoir des photos floues, hein. C'est pas contre vous, mais je vais vous apprendre comment faire pour que vous ne fassiez plus l'erreur. Donc tout d'abord, une position du corps bien stable, donc les deux pieds à plat par terre, les jambes légèrement écartées et les coudes près du corps, hein. Si vous posez vos coudes comme ça, si vous êtes comme ça, vous êtes beaucoup moins stable que si vous êtes comme ça avec les coudes sur le corps qui va déjà stabiliser votre appareil photo. Donc ensuite, votre main droite, elle va tenir fermement l'appareil au niveau de la poignée avec le doigt sur le déclencheur ici. Et votre main gauche, elle vient se mettre sous l'objectif. Ici, elle va entourer la bague de zoom. Donc là, c'est ma bague de zoom et ma main gauche va venir dessous. Alors, elle ne vient pas sur le côté comme ça, parce que là, vous avez un coup dans l'air, c'est moins stable. Elle ne vient pas sur le dessus, encore moins. Elle vient en dessous. Et là, vous avez une position bien stable de prise de vue. Et vous pouvez prendre vos photos comme ça, simplement. Et vous êtes bien stable avec votre appareil photo. Alors pour ce qui est de la position verticale, ce que certains appellent le mode portrait, il y a deux écoles. Il y a ceux qui mettent donc la main gauche en dessous du zoom et la main droite sur la poignée au-dessus, donc ce qui fait qu'on shoot comme ceci. Alors on perd un tout petit peu en stabilité puisque en fait on a un peu un bras en l'air. Ou il y a l'autre école où on se met comme ceci et donc on a là les deux coudes le long du corps. Alors ça c'est vous qui voyez parce que je trouve que dans cette position là on bloque un peu trop le poignet, hein. J'ai le poignet un petit peu cassé comme ça, donc c'est à vous de voir, ça dépend de vos préférences. Personnellement je préfère quand même shooter comme ça même si je perds un peu en stabilité parce que au moins je suis un peu plus mobile, comme ça j'ai un peu l'impression d'être prisonnier de ma propre position. Donc c'est vous qui voyez, il y a deux écoles, les deux sont bonnes, mais dans tous les cas, gardez la main gauche sous l'objectif. Si vous avez un appareil de type compact, c'est exactement le même principe, hein. Vous n'avez pas un gros objectif, mais vous avez quand même la main droite sur la poignée et la main gauche qui va être en dessous, qui va tenir l'appareil. Donc même si vous n'avez pas un gros objectif, vous mettez juste peut-être deux doigts en dessous ou juste la main en dessous de l'appareil, ça va être exactement le même principe. Donc en plus de la position des mains, vous serez plus stable, comme je l'ai dit, si vous collez bien les bras le long du corps. Donc si jamais vous photographiez avec la visée par écran, ne photographiez jamais comme ça, hein, j'en vois plein qui font ça, c'est vraiment pas stable du tout. Photographiez au moins comme ça, avec les bras et les coudes posés le long du corps, et vous aurez beaucoup plus de stabilité, à la fois pour éviter le flou de bouger, mais même en termes de composition, pour garder un cadre qui soit similaire tout le temps. Donc si j'insiste là-dessus, c'est parce que ça fait vraiment la différence. Donc c'est votre premier exercice cette semaine. Mettez la vidéo en pause et faites l'exercice de bien tenir votre appareil photo. Il faut absolument que ça devienne complètement automatique chez vous, que vous le fassiez sans y penser, hein. Ça va devenir comme voilà, faire du vélo, conduire une voiture et ça va vous suivre tout au long de votre pratique photo. Donc à partir de maintenant, vraiment ne tenez votre appareil que de la bonne manière. Ça vous évitera plein de soucis dans le futur. Donc voilà, on a maintenant limité au maximum votre bouger. C'est la source de beaucoup de problèmes, donc là vous avez déjà des chances de sortir des photos plus nettes. Reste le problème de la vitesse d'obturation. Alors il y a deux règles assez simples. Alors restez toujours à 1/60e au minimum à main levée et évitez de descendre à une vitesse plus lente. Alors attention, vous pouvez obtenir des photos qui sont nettes en dessous de cette vitesse avec une vitesse plus lente, mais vous avez des risques plus élevés de flou de bouger. Ensuite, vous avez une seconde règle qui dit que la vitesse minimale doit être au minimum vraiment 1 sur la longueur focale. Alors, elle est connue, très connue, mais il faut la prendre avec des pincettes. Je vous explique pourquoi juste après, mais je dois d'abord faire un aparté sur la longueur focale pour être sûr que tout le monde soit au même niveau et comprenne bien ce que c'est que cette notion. Alors, la longueur focale, c'est très simple, c'est ce que vous appelez plus couramment le zoom, entre guillemets, exprimé en millimètres. Par exemple,
50 mm, 24 mm, etc. Alors, il est facile de la déterminer en regardant les chiffres sur votre objectif. Cela dit, quand vous avez l'œil dans le viseur, vous ne pouvez pas regarder ces chiffres. Dans ce cas, vous pouvez seulement estimer à l'œil, mais avec le temps, vous allez voir facilement à peu près à quelle focale vous êtes. C'est pas très important de savoir exactement à laquelle vous êtes, mais vous allez voir si vous allez être plutôt à 17, plutôt à 50. Voilà, vous allez facilement voir ce genre de choses. Si vous avez un bridge, le zoom n'est parfois pas exprimé en millimètres, mais sous la forme x2, par exemple, jusqu'à un zoom x16 ou x24. Alors c'est moins pratique, mais c'est assez simple. x1, c'est simplement la longueur focale quand vous êtes dézoomé à fond. Donc c'est normalement indiqué sur l'appareil, mais disons que ce soit 5 mm, et bien dans ce cas, x2, ça correspond à 5 x 2 égale 10 mm, et x16, 5 x 16 égale 800 mm. Bref, cette longueur focale a deux effets. Plus la longueur focale est grande, plus vous allez grossir le sujet, c'est-à-dire plus les sujets éloignés vont paraître grands, et inversement, plus elle est petite, plus les sujets éloignés vont paraître petits. Et plus la longueur focale est grande, moins l'angle de vue est large, autrement dit, plus le cadre est serré, moins il y aura d'éléments dans la photo. Donc ça c'est vrai évidemment aussi dans l'autre sens. Alors je vais vous montrer un exemple de la même scène prise à différentes longueurs focales. Donc vous avez 17 mm ici, donc il y a un plan assez large. 50 mm, on voit déjà qu'on a quand même une partie d'image beaucoup plus réduite, mais du coup les éléments lointains paraissent beaucoup plus gros. Et à 200 mm, vous voyez que le beffroi qu'on voyait à peine sur la première image est beaucoup plus gros. Par contre, évidemment, on voit une beaucoup plus petite partie de la scène. Ça paraît assez logique. Donc revenons donc à cette règle du 1 sur la longueur focale. Alors l'idée de cette règle, c'est que pour éviter tout flou de bouger, votre vitesse doit être égale à au moins 1 sur longueur focale ou plus rapide. Donc par exemple, si vous êtes à 100 mm, eh bien vous devez avoir une vitesse d'au moins 1 centième. Si vous shootez à 200 mm, elle doit être au moins égale à 1 2 centième. Alors aujourd'hui, il faut être un petit peu plus prudent avec cette règle. Pour des raisons de taille du capteur que je n'expliquerai pas ici parce que c'est pas utile, il faut en fait multiplier la focale par 1,5 si vous êtes sur des réflexes, sauf les pleins formats, mais dans ce cas, je suis sûr que vous êtes au courant, ou alors des hybrides Sony, Nex ou Samsung qui ont une taille de capteur qui fait qu'il faut multiplier la focale par 1,5. Et si vous êtes sur un capteur micro 4 tiers, donc la plupart des hybrides, sauf les Sony, Nex et les Samsung, donc principalement les hybrides Panasonic et Olympus, eh bien, vous devez multiplier cette longueur focale par 2. Alors, comme ça me paraît presque déjà moi-même trop compliqué là de faire le calcul dans ma tête, eh bien, je vous conseille tout simplement de la multiplier par 2 systématiquement. Ça vous assure des images bien nettes. Donc si systématiquement vous faites 1 sur 2 fois la longueur focale, donc par exemple, si vous êtes à 100 mm, vous faites au moins 1 2 centième, et bien vous êtes vraiment sûr, quasi à 100%, d'avoir des images nettes. Alors comment faire concrètement pour s'assurer de ça? Si vous êtes en mode P, eh bien vous allez vous assurer que le couple ouverture-vitesse choisi par l'appareil présente une vitesse qui soit suffisante. Donc voilà, si vous êtes à 100 mm et que vous voyez que le couple proposé par l'appareil propose un cinquantième de seconde, eh bien vous savez que c'est pas assez parce que vous êtes à 100 mm. Donc il faut au moins être à un centième, voire, voilà, comme je vous dis, plutôt un 2 centième si possible. Donc vous allez bien simplement tourner la molette jusqu'à ce que le couple présente une vitesse suffisante. Si jamais vous ne pouvez plus la tourner, que l'appareil ne veut plus changer, eh bien augmentez manuellement les ISO jusqu'à ce que cette vitesse soit suffisante. En mode A ou AV, donc en mode priorité à l'ouverture, eh bien vous pouvez simplement ouvrir plus si ça ne vous dérange pas d'avoir une profondeur de champ plus réduite. Alors la profondeur de champ, c'est une notion qu'on verra la semaine prochaine, un petit peu de patience. Dans le cas contraire, augmentez simplement les ISO si vous voulez garder la même ouverture. Si vous êtes en mode priorité à la vitesse, donc S ou TV, eh bien c'est simple puisque vous pouvez régler la vitesse comme vous le souhaitez. Donc eh bien vous devez simplement régler la vitesse sur une valeur suffisante pour éviter le flou de bouger. Si l'ouverture choisie par l'appareil clignote ou s'affiche en rouge parfois, ça dépend des appareils, eh bien ça veut dire que l'appareil va avoir du mal à exposer correctement. Dans ce cas, il suffit d'augmenter les ISO jusqu'à temps que ça ne clignote plus. Comme c'est pas forcément super clair maintenant, je vais vous montrer la même chose sur l'appareil. Si vous êtes en mode P, donc là on est en mode P sur l'appareil comme vous pouvez le voir, eh bien vous allez simplement, en appuyant à mi-course sur le déclencheur, vous assurer que le couple ouverture-vitesse choisi par l'appareil, que dans ce couple, eh bien, la vitesse est suffisante. Vous voyez que là j'ai un 25e, donc un 25e en l'occurrence, je suis à peu près à 25 mm sur l'appareil, donc il me faudrait quand même au moins un 50e. Donc qu'est-ce que je peux faire là? Eh bien je peux simplement tourner la molette jusqu'à temps que ce soit le cas. Le problème ici, c'est que je suis déjà à l'ouverture maximale. Donc si vous n'êtes pas à l'ouverture maximale à la base, eh bien l'appareil va pouvoir ouvrir plus et vous allez avoir une vitesse suffisante, mais sinon là, je vais devoir augmenter les ISO.
Donc là, j'aurais pu les mettre en automatique, mais j'ai fait exprès pour vous montrer. Donc vous voyez que là, si je veux avoir une vitesse plus rapide, eh bien, il me suffit par exemple d'aller jusqu'à 200 ISO. Et là, si j'appuie à mi-course sur le déclencheur, vous voyez que j'ai un 40e f3.2. Donc là, je peux ouvrir un peu plus. Je peux aller chercher une ouverture plus grande pour avoir un 50e. Et je peux même, si je veux un peu plus de sécurité, je peux aller jusqu'à ISO par exemple 400. Et puis là, voilà, là je suis à 1 60e f3.5. Je peux avoir f2.8 si je veux. Et être à 1 centième. Donc si vous êtes en mode A ou AV, donc en mode priorité ouverture, comme on le voit ici sur la molette, eh bien, par exemple, si vous utilisez une ouverture assez faible de type F11 pour avoir une grande profondeur de champ, on verra ça la semaine prochaine pour la notion de profondeur de champ, eh bien, si j'appuie à mi-course ici, vous voyez que j'ai un temps de pause vraiment très long de 0,3 secondes. Donc ça va être beaucoup trop lent pour éviter le flou de bouger. Et bien du coup, vous avez une première option qui est simplement d'ouvrir plus. Donc vous allez ouvrir davantage le diaphragme pour avoir une vitesse suffisante. Vous voyez que si j'arrive à 1 cinquantième. Donc ça, c'est si ça ne vous dérange pas d'avoir une profondeur de champ plus réduite. Si jamais ça vous dérange, si vous voulez rester à F11 parce que vous voulez une grande profondeur de champ, eh bien, si vous avez une vitesse insuffisante, vous allez simplement augmenter la sensibilité ISO jusqu'à temps que ce soit suffisant. Donc ici, par exemple, la ISO 1600, vous voyez, j'ai un 25e, donc il faudra peut-être aller au-dessus. Et si jamais 3200 c'est trop pour votre appareil, eh bien vous devez faire peut-être un compromis et essayer par exemple de descendre à F8 et mettre ISO 1600 pour avoir cette vitesse de 1 cinquantième. Donc vous pouvez jouer sur les deux, à vous de voir si votre ouverture est vraiment importante ou si vous pouvez un petit peu gagner dessus. Alors si vous êtes en mode S ou TV, donc en mode priorité à l'ouverture, là c'est très simple puisque vous pouvez modifier la vitesse comme vous le pouvez, c'est vraiment c'est le principe même du mode. Donc si vous voulez mettre un 200e, vous pouvez. Donc ici par exemple, on sait que à peu près un 60e ça devrait suffire, mais parfois vous pouvez être confronté à une ouverture qui clignote. Alors ici elle clignote, sur certains appareils elle va s'afficher en rouge, donc ça dépend de l'appareil, mais dans tous les cas vous allez avoir un signe d'avertissement assez clair, l'appareil va vous le dire. Et donc si cette ouverture clignote, s'il est affiché en rouge, ça veut dire que l'appareil va avoir du mal à exposer correctement. Et bien dans ce cas, la seule solution pour vous, alors vous pouvez ralentir la vitesse si jamais elle est déjà nettement plus rapide que ce dont vous avez besoin, mais vous pouvez aussi simplement augmenter la sensibilité ISO jusqu'à temps que ça ne se passe plus. Donc là si jamais à 200 par exemple, vous voyez que l'ouverture ne clignote plus, ça veut dire qu'il aura suffisamment de lumière. Donc voilà, c'est votre exercice principal de la semaine à effectuer sur toutes vos images. Surtout si vous avez des problèmes de netteté, choisissez bien une vitesse qui soit au moins égale à 1 sur 2 fois la longueur focale et vous allez voir, elles seront très nettes. Alors, il y a également d'autres aides pour le flou de bouger. Alors, pour limiter votre flou de bouger, les constructeurs ajoutent souvent une stabilisation sur les appareils ou sur les objectifs, ou même parfois les deux. Ce mécanisme vous permet de shooter à des vitesses plus lentes sans flou de bouger, dans certaines limites évidemment qui dépendent de l'objectif ou de l'appareil. Alors, ce mécanisme a différents noms selon les constructeurs. C'est IS chez Canon, VR chez Nikon, ça peut être OIS chez Panasonic, bref, ça a plein de noms, mais c'est toujours un peu le même principe. Pour les hybrides, ça varie beaucoup, référez-vous au manuel de vos boîtiers et objectifs. La plupart des hybrides et compacts sont équipés d'un système de stabilisation qui est plus ou moins efficace. Alors quand je dis plus ou moins efficace, c'est parce qu'en général, vous pouvez shooter avec une vitesse qui est 2 à 8 fois plus lente qu'à l'accoutumée. Alors comptez de manière réaliste plutôt sur 4 fois plus lente, 8 fois c'est vraiment pour des stabilisations très perfectionnées et donc très chères. Donc par exemple, ça veut dire que sur une focale de 100 mm, eh bien, vous pourrez shooter sans flou de bouger à un 25e en moyenne, avec une stabilisation qui est relativement efficace. Alors pour voir l'effet de la stabilisation, vous allez faire un exercice simple. Choisissez des vitesses un petit peu limites, disons 4 fois plus lentes que ce que vous devriez choisir, et essayez avec ou sans stabilisation. Je vous montre tout de suite sur l'appareil. Donc sur les réflexes Canon et Nikon, il s'agit d'un bouton situé sur l'objectif qui est un simple on-off. Donc là, je désactive, là, j'active. Et sur les autres réflexes, c'est souvent un bouton qui est non pas sur l'objectif, mais sur l'appareil. Et sur d'autres appareils, c'est parfois dans les menus. Là, ça va beaucoup dépendre de votre matériel, donc je vais vous laisser chercher dans le manuel si vous ne trouvez pas. Mais vous verrez, la fonction est présente et vous allez voir l'effet tout de suite. Alors comme j'ai conscience que ça devient compliqué, qu'il y a beaucoup d'informations, résumons.
La première chose pour ne pas avoir de flou de bouger, ça va être de déterminer votre vitesse théorique à partir de laquelle vous prenez des risques. Donc cette vitesse, eh bien, sans stabilisation, ça va être simplement une vitesse égale ou plus rapide que 1 sur 2 fois la longueur focale et en même temps qui ne descend pas en dessous de 1 soixantième. Donc si 1 sur 2 fois la longueur focale ça fait 1 trentième, eh bien quand même ne descendez pas en dessous de 1 soixantième. Donc il faut que les deux règles soient vraies en même temps. S'il le faut, pour avoir cette vitesse, eh bien vous allez augmenter l'ouverture et ou la sensibilité ISO. Si par contre la stabilisation est disponible, eh bien vous pouvez vous permettre de choisir une vitesse 2 fois, voire 4 fois plus lente que celle nécessaire sans stabilisation. Alors je vous déconseille de choisir une vitesse plus lente que ça, sauf cas extrême pour vraiment vous assurer une netteté optimale. Alors notez une chose importante parce que je sais que parfois ça peut être un petit peu flou, c'est le cas de le dire à ce stade de la vidéo. Le flou de bouger, ce n'est pas quelque chose de soudain. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une image parfaitement nette à 1/200 de seconde, et puis soudainement, en passant à 1/150, elle va être toute floue. En fait, il s'agit d'une histoire de probabilité. Donc prenons un exemple. Vous êtes à 50 mm et vous choisissez donc une vitesse de 1 centième. Vous avez très peu de chances d'avoir du flou de bouger, donc disons 0% de chance d'avoir du flou de bouger. Si vous choisissez 1 80e, vous allez avoir par exemple 20% de chance de flou de bouger sans aucune aide, mais vous pouvez réduire ces chances en vous stabilisant bien, par exemple en vous appuyant sur un poteau ou avec la stabilisation de l'appareil. Donc si vous avez une bonne stabilisation, eh bien ces chances de flou de bouger peuvent retomber par exemple à 2%. Si vous choisissez un 40e, là vous allez avoir par exemple 50% de chances de flou de bouger, mais disons seulement 10% avec la stabilisation, etc., etc. Ce que vous devez bien comprendre, c'est qu'il est possible d'avoir des photos nettes à des vitesses plus lentes que ce que je vous donne ici comme vitesse vraiment à respecter. Simplement, plus vous allez vous éloigner de cette valeur limite que je vous donne, donc de 1 sur 2 fois la focale, plus vous aurez de chances de vous louper. Donc il n'y a pas de formule magique de la bonne vitesse, les risques de flou sont progressifs. Évidemment, les valeurs de pourcentage de chance que je vous donne ici sont purement théoriques, hein, c'est juste pour vous donner l'idée, mais il n'y a pas exactement 50% de chance d'avoir une photo floue à un 40e, à 50 mm. C'est juste pour vous montrer que les chances évoluent avec la vitesse et que c'est pas soudain. Alors ayez bien conscience qu'il ne faut surtout pas trop vous prendre la tête avec ça. Dans la majorité des cas, avec une lumière suffisante, vous n'aurez pas de problème de flou de bouger. Mais dès que la lumière baisse, surtout si votre sensibilité ISO est réglée assez basse, donc 100 ISO, 200 ISO, eh bien vous pouvez avoir ce problème. C'est donc un bon réflexe à avoir que de garder un œil sur la vitesse d'obturation en permanence. Alors n'oubliez pas que tout ce dont je vous parle là ne doit pas occulter ce que je vous ai dit auparavant. La vitesse d'obturation, elle sert aussi à figer un sujet mobile. Et là, elle dépend complètement du sujet dans ce cas-là. Et un flou de mouvement du sujet va se manifester très différemment. Les parties immobiles de l'image sont nettes et seuls les sujets mobiles sont flous avec des petites traînées dans le sens du mouvement. Donc là, vous voyez cette photo, eh bien, ce qui tient le petit globe, donc son support circulaire au tout, c'est bien net, mais le globe lui-même est flou parce que je l'ai balancé simplement, j'ai donné un petit coup de dent pour qu'il se balance, et vous voyez qu'il y a des traînées qui forment une espèce de petit demi-cercle comme ça, et qui vont donc dans le sens de son mouvement. Alors, que faire si vous n'arrivez pas à avoir une vitesse d'obturation suffisante? En effet, parfois vous augmentez l'ouverture à fond, la sensibilité ISO à fond, et malgré ça, vous avez toujours une vitesse manifestement trop lente, du genre un quart ou un dixième de seconde. Eh bien, dans ce cas, vous pouvez essayer de prendre la photo quand même, notamment en posant l'appareil sur quelque chose et en utilisant le retardateur. Mais le problème, c'est que ce n'est pas forcément facile pour cadrer si vous n'avez pas d'écran. Alors, dans ce cas, vous pouvez essayer de prendre la photo quand même, notamment en posant l'appareil sur quelque chose et en utilisant le retardateur, mais c'est pas forcément facile pour cadrer, ou alors en vous appuyant sur quelque chose comme un mur ou un pilier, par exemple, pour vous stabiliser. Alors si malgré tout vous n'arrivez pas à obtenir une photo nette, c'est une situation qu'on ne peut plus résoudre avec les réglages, mais avec le matériel. Ça ne vous arrivera qu'en intérieur s'il fait sombre ou de nuit. Je n'en parlerai pas plus aujourd'hui, nous ne sommes qu'à la 3e vidéo, mais sachez qu'il est normal que ce ne soit parfois pas possible de prendre une photo car il n'y a pas assez de lumière. On verra les différentes manières de résoudre ces cas particuliers plus tard dans la formation. Alors je vous rassure, la vitesse d'obturation c'était le gros morceau en ce qui concerne la netteté, mais on va aller plus vite sur l'ouverture. Alors, je ne vous parlerai pas ici de la profondeur de champ, car je vous ai dit au début de la vidéo, je parle de la netteté de l'endroit où on a fait la mise au point, pas de la totalité de l'image, ça on en parlera la semaine prochaine. Donc même à faible profondeur de champ, il y a un point qui est net, donc la profondeur de champ ne va pas influencer ce point dans ce sens-là, puisqu'il y a toujours un point qui est net. Il y a juste une chose que vous devez savoir, si vous fermez à fond le diaphragme,
à des valeurs comme f22 ou f32, il se produit un phénomène qu'on appelle la diffraction qui fait que vos images perdent en qualité et en piqué. Donc en règle générale, évitez de fermer plus que f16 et si vous avez un hybride, évitez plutôt plus que f11. Dans l'autre sens, un objectif a rarement son meilleur piqué dès la pleine ouverture. Donc si vous fermez un tout petit peu, la netteté c'est en général un petit peu meilleur si vous fermez un petit peu plutôt que de laisser complètement à fond ouvert le diaphragme. Alors c'est assez sensible sur les objectifs qui sont peu chers entrée de gamme, mais sur les objectifs haut de gamme, vous verrez beaucoup moins la différence. Alors quand je parle de piqué, c'est une notion qui est pas forcément définie de manière très claire, simplement le piqué c'est l'impression de netteté dans l'image, on va dire. Qu'on ait l'impression vraiment qu'il y a une grande netteté de cette image. Alors, concernant la sensibilité ISO, il y a juste une seule chose à savoir, sachez que si vous l'augmentez trop, en plus d'augmenter le bruit, comme on l'a vu dans la vidéo 2 la semaine dernière, cela va finir par dégrader les détails fins de l'image et donc l'impression de netteté. Donc en général, il faut vraiment y aller fort pour que ça se voit, mais j'ai eu un mail d'un lecteur qui l'avait remarqué, je tenais donc à ce que vous connaissiez cette influence de la sensibilité ISO. Alors, je vous le signale car c'est parfois visible, mais ne vous prenez pas trop la tête avec ça, ça a 100 fois moins d'influence sur la netteté de vos images qu'une vitesse d'obturation trop lente. Donc maintenant, vous avez donc compris que c'est surtout votre stabilité et la vitesse d'obturation qui vont influencer la netteté de vos images. Mais comme je l'ai dit, tout ça compte pour le point de netteté. Et donc pour que tout ça serve à quelque chose, il faut encore maîtriser la mise au point. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors comment fonctionne la mise au point automatique ? On va donc commencer par l'autofocus, ou mise au point automatique, manière la plus courante et la plupart du temps la meilleure pour faire la mise au point. La principale chose que vous devez comprendre, c'est que l'autofocus a besoin d'un point de contraste pour faire la mise au point. Alors tous ceux qui ont déjà essayé de faire la mise au point sur un mur blanc ou un ciel uniformément bleu auront compris, c'est quasiment impossible s'il n'y a pas un point de contraste. Rajoutez un tableau sur le mur ou un nuage dans le ciel et soudainement ça devient beaucoup plus facile. Vous pouvez d'ailleurs faire le test chez vous si vous ne me croyez pas sur parole. La mise au point automatique ne se fera pas sur une surface uniforme, même avec un super réflexe à 3000 €. Alors ceci vous est utile en pratique parce que si l'autofocus patine un petit peu et galère à faire la mise au point, c'est sans doute qu'il a besoin d'une surface plus contrastée. Il va suffire de lui donner pour arranger le problème, donc on va voir juste après comment modifier l'endroit où se fait la mise au point pour lui donner cette surface contrastée. Alors deuxième chose à savoir, plus il y a de lumière, plus c'est facile pour l'autofocus. Donc si vous avez du mal à faire le point en basse lumière, c'est absolument normal, on y reviendra à la fin de la vidéo. Alors quel que soit le type d'appareil, vous avez en général la possibilité de choisir où va se faire la mise au point automatique dans l'image. C'est évidemment très important puisque ça va être le point le plus net de votre image et donc la plupart du temps le sujet principal. La façon de modifier cette zone dépend beaucoup des appareils et je ne vais pas vous faire une liste complète à l'après-vert, mais le bouton ressemble en général à ça. Alors vous avez ici deux choix à faire. Le premier, c'est la précision de l'endroit où vous souhaitez faire la mise au point. Vous avez plus ou moins le choix selon les appareils, mais en général, vous avez un mode tout automatique, où l'appareil choisit en général de faire la mise au point sur l'endroit le plus proche. Alors je vous le déconseille parce que vous n'avez absolument aucun contrôle sur l'endroit où il va faire la mise au point, donc c'est vraiment embêtant. Et un mode où vous choisissez un point précis. Parfois, vous avez la possibilité de choisir une zone plutôt qu'un point, et dans ce cas, même si plusieurs points s'allument en même temps, n'oubliez pas que la mise au point est toujours faite à une seule distance de l'appareil. Donc elle est faite à 1 mètre, 1 mètre 20, 2 mètres, mais pas à plusieurs endroits différents. Donc simplement, si plusieurs points clignotent en même temps, ça indique que tous ces points sont à la même distance. Mais ça n'indique pas que la mise au point se fait à plusieurs endroits différents. Donc je vous conseille de choisir l'option du point précis pour contrôler précisément où se fera la mise au point. Petit défaut, ça implique que vous allez devoir faire attention à chaque cliché, à l'endroit où se fait la mise au point, et le changer la plupart du temps. C'est pour ça que nous allons voir des techniques simples pour faire ça rapidement. Alors, la technique la plus simple et qui fonctionne de la même façon quel que soit le type d'appareil, c'est celle de la mise au point recadrage. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai dit qu'en appuyant à mi-course sur le déclencheur, l'appareil vous donnait les paramètres d'exposition choisis. Mais il verrouille aussi la mise au point. Et nous allons pouvoir l'utiliser concrètement pour être plus rapide et réactif, tout en faisant correctement la mise au point. Donc ici, la mise au point est réglée au centre de l'image et comme vous le voyez sur la vidéo qui représente ce que je vois dans l'appareil photo, eh bien c'est l'arrière-plan qui est net.
Alors mettons que je n'ai pas envie ou pas le temps de changer le collimateur, donc là c'est le collimateur central qui est utilisé puisque c'est le centre de l'image qui est net, hein, c'est ce qui est au fond. Eh bien, si je ne veux pas changer ça, mais que je veux faire la mise au point, non pas sur le fond de l'image qui se situe au centre, donc non pas sur cette partie ici, mais que je veux faire la mise au point sur mon sujet qui est ici, eh bien, si je veux faire à la fois ça et ne pas sélectionner un autre collimateur, j'ai une solution. Eh bien, je peux simplement recadrer. Donc, regardez, je bouge mon appareil, je mets mon sujet au centre du cadre, et puis là, je vais utiliser le collimateur central toujours pour faire la mise au point sur mon sujet. Donc, j'appuie simplement à mi-course sur le déclencheur, et vous voyez que je fais la mise au point sur mon sujet. Donc, je garde le doigt à mi-course sur le déclencheur, donc là, je n'ai toujours pas déclenché. Je recadre comme je voulais cadrer initialement, et ensuite, j'appuie à fond sur le déclencheur afin de prendre ma photo. Donc voilà, maintenant que vous avez compris, eh bien mettez en pause et faites l'exercice chez vous pour bien comprendre comment ça marche. Donc ça, c'était la technique la plus simple, rapide et intuitive. Mais vous pouvez aussi choisir un autre endroit que le centre de l'image pour faire la mise au point, et dans ce cas, ne pas avoir besoin de recadrer. Choisir rapidement l'endroit où va se faire la mise au point dépend beaucoup de votre appareil. Commençons par les réflexes sur lesquels vous avez ce qu'on appelle les collimateurs, plus ou moins nombreux selon les modèles. Alors, vous pouvez les sélectionner de différentes manières. La plus évidente, mais aussi la moins bonne, étant d'appuyer sur le bouton qui sert à les sélectionner, de choisir avec les flèches et ensuite de valider avec la touche OK. Alors bravo, le concert est fini, ou alors le lion est allé se coucher, bref, vous avez raté le moment. La meilleure façon de les sélectionner, c'est de garder l'œil dans le viseur. Alors vous allez simplement appuyer sur le bouton de sélection, ce qui implique de savoir par cœur où il est, puisque vous avez l'œil dans le viseur, et vous allez ensuite tourner la molette pour sélectionner ce collimateur. Alors sur certains réflexes plus évolués, vous pouvez faire ça avec un petit joystick, et apparemment sur certains appareils entrée de gamme Nikon, ce ne serait pas possible de le faire avec la molette, mais seulement avec les petites flèches que vous avez sur l'appareil. Alors dans ce cas, faites comme ça. C'est souvent un petit peu moins pratique parce que les flèches sont parfois moins faciles d'accès, mais voilà, globalement, c'est un petit peu l'idée, c'est de pouvoir sélectionner le collimateur sans regarder avec l'œil dans le viseur. Alors si vous ne savez pas bien faire ça, eh bien vous allez faire un exercice maintenant. Vous allez regarder dans le viseur, donc la scène que vous voyez actuellement par exemple, et puis vous allez cadrer une scène avec des éléments qui sont à différentes distances. Donc par exemple vous avez ici, voilà, au premier plan vous avez Mini Groot, vous avez là-bas vous avez Jack, et puis vous avez le fond derrière qui est encore un petit peu plus loin. Donc vous avez cette scène avec des éléments à différentes distances, et ensuite vous allez changer l'endroit de la mise au point. Donc vous allez faire par exemple la mise au point ici, vous allez faire la mise au point là-bas sur Jack, et puis vous allez faire la mise au point au fond, et vous pouvez faire ça avec 50 éléments si vous voulez, et tout ça sans bouger le cadre et sans enlever l'œil du viseur. Alors comment faire ça? Eh bien, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de sélection du collimateur, en général avec le pouce. Donc vous voyez que sur réflexe, ici, il est là, mais il peut être à un endroit différent selon votre modèle d'appareil. Donc vous allez appuyer dessus, et ensuite, eh bien, vous allez sélectionner le collimateur. Alors ici, j'ai un petit joystick qui me permet de le faire, hein. Donc ici, je peux sélectionner les différents collimateurs avec un petit joystick. Sur pas mal d'appareils, vous allez devoir tourner la molette. Vous voyez qu'en tournant la molette, je peux faire ces différentes choses. Donc c'est pas toujours possible de faire, par exemple, tous les collimateurs avec la molette, mais vous devriez pouvoir le faire. Alors ici, je ne peux pas le faire parce qu'il y a déjà le petit joystick, mais si vous n'avez que la molette pour le bouger, vous pourrez normalement faire tous les collimateurs sur votre appareil. Vous voyez que ici, avec les deux molettes, je peux aussi faire de haut en bas et de gauche à droite, si je préfère faire comme ça. Donc ça dépend des appareils. Alors évidemment, sur les appareils hybrides avec écran tactile, par exemple, vous n'avez qu'à toucher à l'endroit où vous faites la mise au point. Mais si vous avez un réflexe, c'est important de savoir changer de collimateur comme ça, avec l'œil dans le viseur. Et quand c'est bon, donc par exemple, vous vous souvenez que Mini Groot est un petit peu en bas à gauche de l'image, donc là je vais aller prendre un collimateur ici, j'appuie à mi-course sur le déclencheur, il est sélectionné, et là il va aller faire la mise au point dessus. Si ensuite je veux faire la mise au point sur Jack qui était plutôt à droite, eh bien, je vais plutôt sélectionner ce collimateur là, ici par exemple, je fais OK. Et puis, je peux aussi aller sélectionner un collimateur central pour faire la mise au point sur le fond. Et donc, votre exercice, ce sera de faire tout ça avec l'œil dans le viseur, sans regarder, pour faire la mise au point sur différents éléments de l'image qui sont à différentes distances, et tout ça sans bouger l'appareil.
Donc mettez la vidéo en pause et faites cet exercice si vous ne connaissez pas cette technique, ou alors si vous la connaissez mais que vous n'avez pas spécialement l'habitude de l'utiliser. Alors, précision utile sur les collimateurs, en général, tous les collimateurs ne se valent pas. Pour faire simple, le collimateur central est toujours le plus précis et rapide. Donc la technique de la mise au point recadrage en utilisant ce collimateur est souvent adaptée. D'autant plus s'il y a peu de lumière, vous avez plus de chances de réussir votre mise au point avec le collimateur central. Changez de collimateur quand vous n'avez pas envie de passer votre temps à recadrer pour ne pas manquer le bon moment par exemple. Pour les compacts, bridge et hybrides maintenant, eh bien, vous allez souvent choisir avec les boutons sur l'appareil, parfois une molette. Alors en général, il est un petit peu moins facile de changer rapidement de zone de mise au point avec ces appareils. La technique de mise au point recadrage est donc probablement la meilleure solution sur les compacts et bridge. Ça dépend pour les hybrides parce que certains appareils proposent par contre maintenant un écran tactile pour choisir directement où vous souhaitez faire la mise au point. Donc dans ce cas, en fait, le plus souvent, vous n'avez pas vraiment de collimateur, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer où vous voulez sur l'écran pour y faire la mise au point. Et dans ce cas, le plus simple, c'est d'utiliser ces techniques. La mise au point en cadrage étant relativement inutile avec un écran tactile, c'est beaucoup plus simple. Eh bien, si vous visez par écran, d'appuyer sur l'endroit où faire la mise au point et d'appuyer à mi-course sur le déclencheur, c'est beaucoup plus rapide et intuitif. Le second choix que vous allez devoir faire, c'est celui du mode d'autofocus. Une seule fois ou suivi du sujet. Alors ce choix est disponible sur tous les réflexes mais pas sur tous les autres appareils, donc si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Le mode en une seule fois, il est appelé One Shot ou AFS selon les marques, et c'est celui que je viens de vous décrire, c'est le mode par défaut en fait. Quand vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, la mise au point est verrouillée, et c'est tout. Donc il va convenir à beaucoup de sujets, vous allez l'utiliser la plupart du temps, et il existe un second mode, celui qu'on appelle suivi du sujet ou en continu, qu'on appelle AI Cerveau ou AFC selon les marques. Dans celui-ci, quand vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, l'appareil va d'abord faire la mise au point sur un sujet, et si celui-ci bouge, il va tenter de garder la mise au point sur le sujet automatiquement. Alors il faut qu'il reste sur le même collimateur, c'est-à-dire que s'il sort du cadre, évidemment, il ne peut pas continuer à faire la mise au point dessus, donc il faut qu'il reste sur le même collimateur qui est activé. Mais cela dit, il va essayer de continuer à faire la mise au point constamment. Par exemple, s'il se rapproche de vous, il va faire la mise au point de plus en plus près. Donc ça va fonctionner plus ou moins bien selon le sujet, selon l'appareil, selon l'objectif, selon la lumière, selon plein de choses. Donc la conséquence, c'est que ça vous interdit la technique de mise au point recadrage, et donc vous serez obligé de choisir le collimateur qui se trouve sur votre sujet. Vous ne pourrez pas choisir le collimateur central si votre sujet est à droite, puisque il va sans arrêt faire la mise au point sur ce collimateur sans jamais la verrouiller. Donc ne l'utilisez que sur les sujets en mouvement assez rapide. Alors il existe parfois un troisième mode, censé choisir automatiquement s'il doit faire en une seule fois ou en suivi du sujet, grâce à l'immense intelligence de l'appareil. En réalité c'est assez aléatoire, je vous le déconseille donc fortement. On est là pour contrôler l'appareil et être sûr de ce qu'il va faire et non pour photographier au petit bonheur de la chance. Alors vous avez en général la possibilité de faire la mise au point manuellement. Dans 99% des cas, je vous le déconseille car votre œil sera souvent moins précis que la mise au point automatique pour des tas de raisons, notamment les viseurs un petit peu petits, etc. Sans compter que c'est plus long. Il existe, cela dit, des situations où ça peut être utile. Tout d'abord, si vous avez peu de lumière, la première chose à faire, c'est de chercher un point de contraste sur votre sujet avec l'autofocus auparavant et de faire une mise au point recadrage. Et si ça ne fonctionne pas seulement, utilisez la mise au point manuelle en vous fiant à votre œil. Ça peut également être utile dans un cas particulier où la profondeur de champ est vraiment très faible, c'est la macrophotographie. Alors je ne vais pas m'étendre dessus parce que je reviendrai sur le cas de la macro rapidement dans le module 3 et qu'en plus on n'a pas encore vu la profondeur de champ complètement. Alors comment faire pour activer la mise au point manuelle? Eh bien sur 99% des appareils, elle est désignée par le sigle MF comme Manual Focus ou mise au point manuelle. Sur les réflexes, vous avez la plupart du temps un interrupteur sur l'objectif comme ici, donc là il est en AF, autofocus mise au point automatique, et si je le passe en MF, vous voyez que l'indicateur est dessus et ça veut dire qu'il est en mise au point manuelle. Sur les autres appareils, ça dépend beaucoup de la marque. Parfois c'est un bouton, parfois c'est dans les menus, mais c'est pas trop difficile à trouver, c'est forcément dans votre manuel. Par exemple, cet hybride Panasonic, en l'occurrence c'est un GX8, il y a une espèce de bouton ici qui permet de sélectionner les différents modes d'autofocus et également le mode mise au point manuel. Vous voyez, si je me mets comme ça, il est sélectionné sur mise au point manuel. Une fois que vous avez activé cette mise au point manuelle, vous devez tourner la bague de mise au point sur les réflexes et hybrides.
et sur les autres, ce sont le plus souvent des boutons sur l'appareil. Donc la bague de mise au point, c'est celle-ci tout simplement, c'est celle qui n'est pas la bague de zoom. Là vous avez la bague de zoom en général plus grosse qui permet de zoomer ou dézoomer l'appareil, on l'a vu avant, et celle-ci est la bague de mise au point. Et si vous avez une focale fixe, il n'y a qu'une seule bague, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Notez que sur certains objectifs pour réflexe, en général un peu haut de gamme, vous pouvez faire la mise au point automatique et ensuite la retoucher manuellement en tournant la bague de mise au point. C'est ce qu'on appelle les objectifs FTM, pour Full Time Manual en anglais. Si vous sentez que la bague résiste, ne forcez surtout pas, vous allez endommager l'objectif, mais parfois vous pouvez également retoucher une mise au point automatique avec la bague de mise au point manuelle. C'est bon à savoir au cas où vous voudriez vous en servir un jour. Alors, dernier détail, et pour ça je vous montre ici le réflexe vu de dessus, vous lirez parfois de faire la mise au point à l'infini, notamment pour de l'astrophotographie par exemple. Alors, sur certains objectifs, vous avez une échelle de mise au point qui est indiquée, vous la voyez dans la fenêtre quand vous bougez la bague de mise au point, donc la bague de mise au point c'est toujours celle-ci. Vous voyez que là, on a la distance qui est indiquée. Donc ici, M, c'est en mètres en blanc, et FT, c'est feet en anglais, c'est en pieds, parce que les Américains utilisent une échelle différente, mais nous, on va s'occuper des mètres. Vous voyez que, dans tous les cas, on a le signe de l'infini ici. Et là, je ne peux pas tourner plus loin. Si j'essaye de tourner plus loin, ça continue à tourner, mais ça ne bouge plus. Donc là, je suis effectivement sur l'infini. Donc si vous devez mettre au point sur l'infini, eh bien, il suffit d'aller placer votre symbole ici sur l'infini avec la bague de mise au point. Et si cette échelle est absente sur votre objectif, eh bien, il suffit de tourner la bague jusqu'au bout. Alors quel bout? Eh bien, le sens va changer selon la marque, donc ce ne sera pas toujours la même chose. Mais vous allez simplement, si vous ne savez pas dans quel sens tourner la bague de mise au point, c'est très simple, vous allez regarder entre guillemets dans quelle direction vous avez les objets lointains qui deviennent plus nets. Donc par exemple, ici, si je suis comme ça, si je tourne dans ce sens-là, les objets lointains vont devenir plus nets. Et donc pour aller à l'infini, vous allez simplement jusqu'au bout. Et si l'image est un petit peu floue, ce qui peut arriver parce que parfois l'objectif, quand il est au bout de la bague de mise au point, en fait il n'est pas à l'infini, mais il est un petit peu derrière l'infini. Je sais que ça peut paraître étrange, mais optiquement c'est possible. Et donc il faut juste revenir un tout petit peu en arrière. Donc hop, un tout petit peu en arrière pour avoir la netteté qui est faite à l'infini. Je vous le dis parce que vous allez me demander si je ne le dis pas, mais c'est quand même un cas qui est relativement anecdotique. Voilà, vous connaissez donc maintenant comment éviter au maximum le flou de bouger sur vos images et comment faire pour faire la mise au point correctement et rapidement. Alors faites bien l'exercice de cette semaine plusieurs fois si nécessaire et surtout intégrez-les à vos photos au quotidien. Ça nécessite un petit peu de pratique pour prendre de bonnes habitudes et un peu d'entraînement pour changer rapidement de collimateur par exemple, mais quand vous maîtriserez ça, ça va vous suivre comme une véritable bénédiction tout au long de votre pratique photo. Donc pour rappel, cette semaine, je veux que vous utilisiez autant que possible une vitesse égale à 1 sur 2 fois la longueur focale et que vous vous entraîniez à bien contrôler la mise au point automatique, notamment avec la mise au point recadrage. Si vous avez un réflexe, entraînez-vous également à changer de collimateur rapidement, ça vous servira. Donc tout ceci s'applique donc sur le point le plus net de l'image, mais comment faire pour avoir du flou d'arrière-plan, d'avant-plan, ou au contraire avoir une image totalement nette de l'avant-plan à l'arrière-plan? Eh bien, c'est justement ce que nous verrons la semaine prochaine dans la vidéo sur la profondeur de champ. D'ici là, je vous dis à bientôt et bonne photo!